Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 9 mars 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 149 du podcast. Aujourd'hui, en fait, logiquement, on est jeudi, donc c'est l'épisode sur l'entrepreneuriat. On va parler business. Et pour l'épisode, en fait, j'ai pensé à... En fait, quelqu'un m'a proposé de faire ça. J'ai trouvé que l'idée était bonne. Je veux vous parler de mes propres erreurs que j'ai commises en business depuis que je me suis lancé en affaires. T'sais, on parle d'environ un parcours d'une dizaine d'années. J'étais allé un peu dans différentes business. J'en ai eu des plus grandes que d'autres. J'ai eu des business toutes seules. J'ai eu des business avec des associés. J'ai été dans toutes sortes d'industries. Il y a des affaires qui ont marché, il y a des affaires qui n'ont pas marché non plus. Donc, je veux vous parler d'un peu de tout ça parce que, comme je vous dis présentement, je fais de la consultation d'entreprise. J'essaie d'aider les entrepreneurs, d'aider les PME à gérer un paquet d'affaires en même temps, que ce soit le volet des finances, ressources humaines, marketing, même le côté opérationnel au niveau des processus internes, etc. Mais tu sais, ce que je transmets dans les consultations, puis comment je réfléchis, qu'est-ce que je vois, les problématiques, les enjeux, les stratégies à adopter, la présence en ligne, un peu de tout, en fait, il y a une part de vécu là-dedans, dans le sens que moi, pour apprendre ça, ben, ça m'a coûté cher, j'ai fait des gaffes, puis une des raisons justement de prendre un consultant, c'est d'éviter des erreurs coûteuses parce qu'on prend un peu de son expérience pour éviter de faire les mêmes gaffes, puis aussi d'optimiser ce qui marche parce que même si quelque chose fonctionne, il y a peut-être une meilleure manière de le faire. On peut être plus rentable, on peut augmenter sa profitabilité, on peut faire croître son chiffre d'affaires, qu'on a l'impression d'avoir atteint un plateau. Il y a toujours de quoi à faire, en fait, dans une compagnie. Et ça, peu importe ton entreprise, peu importe ton industrie, mener une business, c'est une business. Dans le sens que de la consultation, j'en ai fait dans de la vente au détail, dans des compagnies de B2B, business to business, dans l'agriculture, les fermes, dans des garages, dans des affaires franchisées, dans des affaires indépendantes complètement. Fait que il y a tout le temps de quoi faire au final, mais je trouvais ça pertinent de vous partager mon parcours. Question d'être transparent parce que moi aussi je fais des erreurs, moi aussi j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai perdu de l'argent, j'ai passé à côté d'opportunités d'affaires, j'ai mis de l'argent dans des projets qui n'ont pas fonctionné. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis justement, souvent, le monde parle juste des bons coups. Je vais vous parler aussi de l'envers de la médaille, puis que j'en ai fait des erreurs dans ce domaine-là. Et la première chose que je vais vous parler, c'est probablement l'erreur la plus répandue dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que on est un peu tous pareils au niveau de notre approche. Et en fait, l'erreur la plus commune, c'est d'être trop optimiste dans ses prévisions. Donc, autant ses projections financières que le nombre de clients, le nombre de contrats. On est très optimiste lorsqu'on démarre une entreprise. Et je pense que c'est un peu normal parce que si tu es trop conservateur ou si tu es trop pessimiste, puis que tu vois juste, tu fais de la suranalyse, puis tu vois juste les risques, puis les potentiels d'échec, tu vas juste jamais te lancer. Fait que c'est sûr qu'un entrepreneur à la base, je pense qu'il est quelqu'un qui est très confiant en ses moyens, puis qui a une vision très optimiste du futur. Ça va super bien aller, on va ramasser plein de clients, plein de contrats, on fait plein de cash avec ça. Parce que sinon, il n'y aurait pas personne qui se lance en affaires si tu penses que tu t'en vas dans le dallo. Mais tu sais, de mon bord, cette erreur-là, au niveau de l'optimisme, je l'ai faite avec le centre de formation Traders Co. à Saint-Sauveur, mon centre de formation sur la bourse, sur le trading. C'était vraiment un local que j'ai loué, puis j'ai mis un certain nombre d'argent là-dedans pour les améliorations locatives. J'ai mis beaucoup de temps là-dedans, beaucoup d'énergie, puis au final, j'avais carrément surévalué le nombre de personnes qui allaient venir, l'achalandage réel pour ce type de service-là, parce que la formation en personne, tu es très restreint au niveau
de c'est qui va venir prendre tes formations. Si tu habites à Québec, à Trois-Rivières ou même si ça arrive sud, même si tu aimes la bourse, même si tu aimes le trading, tu vas pas te taper 1 heure, 2 heures, 3 heures de route pour aller suivre une formation à Saint-Sauveur. Fait que c'est sûr que ça met beaucoup de contraintes sur ton bassin de clients. Et c'est pour ça qu'ultimement, ben, j'ai fermé les portes de cette business-là, puis j'ai repris le concept de formation sur la bourse, sur l'investissement autonome, puis que je l'ai fait en ligne avec Traders 360, avec mes formations justement qui se retrouvent directement en ligne, puis que tu n'as pas besoin de te déplacer en personne. Tu peux avoir accès au contenu sous forme de vidéos préenregistrées. Bref, quand j'ai parti ce centre de formation-là, j'avais vraiment l'idée grandiose que c'était l'avenir, l'investissement autonome, que tout le monde voulait se lancer là-dedans, puis que ça allait intéresser un peu monsieur, madame, tout le monde. Mais ultimement, des gens prêts à payer un 1000$ pour se former là-dessus, dans un rayon, dans un nombre de kilomètres restreint, il n'y en a pas tant que ça. Fait que c'est sûr que mes prévisions ils ont été un peu biaisées par ma passion pour la bourse, mon optimisme pour cette business-là, puis aussi par le fait que j'ai surévalué le nombre de personnes qui allaient fréquenter ce genre de place-là. Tout ça pour dire que ça prend de l'optimisme, mais d'être toujours un petit peu plus conservateur dans ses projections, puis de s'assurer que même si ça va pas aussi bien que vous pensez, votre business reste rentable, puis que c'est une business qui vaut la peine d'être opérée. Ensuite, une autre erreur que j'ai faite dans mon parcours, c'est de ne pas avoir le bon associé, le bon partner, dans le sens que se lancer en affaires avec quelqu'un, c'est un peu l'équivalent d'un mariage, dans le sens que tu vas prendre les décisions à deux, il y a une implication financière à deux, parce que ton associé, il a aussi accès au compte de banque, ça peut être un partenaire hands-on, dans le sens qu'il va vraiment être impliqué dans les opérations, ça peut être un partenaire financier qui t'injecte des fonds au départ pour que tu puisses lancer ta business, qui puisse financer tes frais de démarrage ou donner un fonds de roulement ou quoi que ce soit. Mais après ça, tu as des comptes à rendre évidemment avec ce partenaire-là. De mon côté, j'ai pas toujours eu des associés qui avaient le même thinking que moi. Fait que, exemple, si moi je suis quelqu'un qui veut réinvestir dans ma business pour la faire croître, pour aller chercher plus de clients, plus d'exposure, pour après ça grossir mon entreprise, puis que l'autre, lui, veut sortir le plus d'argent de la business parce qu'il veut vivre un gros train de vie, ben là, on n'est pas en même place parce que lui, les bénéfices, il voit ça comme un versement de dividendes, il veut cacher, tandis que moi, je prendrais la grosse majorité des profits, puis je remettrais ça dans le business. J'ai pas besoin d'un aussi gros revenu pour mes dépenses personnelles. Fait que c'est sûr que ça peut venir nuire à la relation. Tu peux avoir aussi des mauvaises surprises. Là, je donne un exemple. Vous pourriez avoir un associé qui a accès évidemment au compte de banque. Les comptes de banque là-dedans, il y a le cash là, de votre compte courant, mais il y a aussi les taxes, les DAS, l'impôt. Il y a des sommes là-dedans qui ne vous appartiennent pas puis qui sont là comme de façon transitoire. Mais un associé mal intentionné pourrait partir avec ça. L'argent est disponible, puis règle générale, quand tu es associé avec quelqu'un à la banque, les deux associés peuvent faire des paiements, peuvent retirer de l'argent. Fait que quand je vous dis que c'est comme un peu un mariage, c'est que tu es lié avec cette personne-là. Et c'est pas juste ça. Ton associé à l'extérieur des bureaux, à l'extérieur des opérations de l'entreprise, il représente quand même ta business. Fait que tu veux quelqu'un de sharp, tu veux quelqu'un qui a un style de vie qui fit aussi avec les valeurs de ton entreprise. Bref, c'est très difficile de trouver un bon partner. Puis quand tu l'as, idéalement, tu restes avec parce que il y en a pas 50 000 des bons associés qui fit avec ta façon de voir les choses. Une autre erreur que j'ai faite quand j'ai commencé en affaires, c'est que je prenais pas mes décisions financières d'un point de vue optimal par rapport au cash flow. Dans le sens que je gérais mal l'argent qui rentre puis l'argent qui sort. On s'entend, dans ce temps-là, je gérais un lave-auto. C'est pas des décisions financières très graves, là, dans le sens que c'est pas une multinationale. Sauf que, quand même, gérer son cash flow, des fois, si tu le fais mal, ça peut apporter des problématiques. Puis je vais vous donner un exemple qui m'est vraiment arrivé. C'est que moi, à cette époque-là, comme je vous dis, j'avais un car wash. Et là, le gars qui me vend des produits de nettoyage,
le savon, le dégraisseur, la cire froide, l'Armor All, tout ça. En fait, lui il me propose un bon deal. Si j'achète en plus grosse quantité, des barils, j'ai un vraiment meilleur prix unitaire en termes de litres. Fait que ça me revient moins cher de prendre la grosse quantité. C'est normal, là, c'est un rabais volume. C'est pas mal de même dans beaucoup d'industries. Fait que je me suis dit, OK, let's go, on fait le move. Fait que j'achète un gros baril de savon, un gros baril de dégraisseur, un gros baril de cire froide. Et là, je suis content. Je me dis, gars, je viens de faire un méchant bon deal. Puis de toute façon, c'est sûr que je vais finir par passer au travers. Sauf que ça m'a coûté pas mal plus cher d'acheter le gros baril que d'acheter des petits contenants de 5 litres. Fait que là, j'ai sorti pas mal de cash. Et là, j'ai une malchance. 2 semaines plus tard, une de mes machines à pression explose. Elle fonctionne juste plus. Pas moyen de réparer ça dans des délais raisonnables. Puis là, je me retrouve à devoir acheter un autre gun à pression. Sauf que ça, c'est 400-500$. C'est pas grand-chose. Sauf que là, après d'avoir payé le staff, après d'avoir payé le local, le loyer, il me restait des miettes au bout de ça. Puis c'est là que je me rends compte que si je regarde mon inventaire de produits, il est là mon cash. Là. Il est comme juste immobilisé dans des produits de nettoyage. Mais avoir su, j'aurais pris des plus petites quantités. Mais au moins, j'aurais eu le cash pour remplacer ma machine. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai roulé comme 2 semaines avec une machine au lieu de 2. Fait que c'est sûr que les répercussions de ça, ben le staff est pas content, ça lave mal avec juste une machine. Tu roules moins vite, fait que tu fais moins de chars parce que le monde dans le line-up, il revient de bord. Fait que cette mauvaise décision-là a eu des coûts, là, pas juste de ne pas pouvoir réparer la machine tout de suite, ça a nuit aux opérations. Bref, juste pour une question de mieux gérer son cash flow, j'aurais pu éviter un paquet d'affaires. Et c'est pour ça que, tu sais, dans bien des business qui n'ont pas encore accès, mettons, à un fonds de roulement, que ce soit avec les liquidités ou une marge de crédit, ben gérer ton cash flow, c'est le nerf de la guerre parce que ça peut rapidement te mettre dans des positions qui ne sont pas idéales. Et je vous rappelle que dans ce temps-là, je ne roulais pas sur l'or non plus. Là. Quand tu te lances dans une business de même, tu viens de payer un paquet de frais de démarrage, tu n'es pas non plus dans le pic de tes opérations. Fait que tu es vraiment à la merci de ton cash flow, de tes flux de trésorerie. Puis il faut vraiment que tu t'assures de prendre les meilleures décisions. Fait que là, je me suis fait un peu avoir au niveau du rabais volume. Oui, à long terme, tes dépenses sont diminuées parce que tu as un meilleur prix par litre. Sauf qu'à court terme, ben, tu viens de vider ton compte de banque puis tu n'as plus de cash à ta disposition. Et là, on s'entend, c'est un exemple de base. C'est vraiment juste pour illustrer l'importance de la gestion du cash flow. Mais on s'entend, à 400-500$ près, ça va mal si tu as de la misère à gérer ça. T'sais, au pire, tu t'arrives, tu t'en vas, puis tu vas prendre ta carte de crédit personnelle pour payer ça, à avancer des frais de ta business. Mais le point, c'est que c'est plus ta business qui paye ça, c'est toi qui avances de l'argent à ta business. C'est pas une manière d'opérer à long terme, de tout le temps faire des avances d'administrateur vers l'entreprise. Mais c'est mieux ça que de fermer ta business pendant 2 mois. Dans tous les cas, c'est pour vous montrer un peu l'importance de gérer son cash comme du monde en affaires. Et je vais poursuivre avec une autre erreur que j'ai faite longtemps en affaires. Et même encore aujourd'hui, ça m'arrive de le faire. En fait, c'est que j'essaie de tout faire moi-même pour réduire les dépenses au minimum. Je veux que les bénéfices au bout de l'année soient les plus gros. Fait que j'essaie de ne pas dépenser pour un paquet de services, pour un paquet d'affaires. Mais ce que ça fait, c'est que, premièrement, ça met énormément de pression en termes de charge de travail. Et deuxièmement, ben, je suis pas mal plus payant à faire des tâches que juste moi qui peux faire versus m'occuper des tâches d'administration générale ou des affaires que j'ai pas de skills là-dedans. Je donne un exemple. Au début, je faisais toute la comptabilité moi-même. Fait que j'envoyais rien à ma comptable. Je voulais juste qu'elle fasse les états financiers annuels. Je m'occupais de tout le reste. Mais je me suis rendu compte que je perds beaucoup de temps à faire finalement de l'entrée de données quand je pourrais payer soit une commis comptable ou juste envoyer mes factures directement. Payer quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ça au lieu que je passe mes journées là-dessus. Même principe pour le montage du podcast, autant le montage audio, vidéo, les TikTok, etc. La publicité Facebook. Quand tu veux commencer à tout gérer ces domaines-là, ben ça te prend énormément de temps.
Puis pendant que tu fais ça, ben, je suis pas en train de faire du trading, je suis pas en train de faire des consultations en entreprise, je suis pas en train de travailler sur mon infolettre. Fait que c'est tout ça pour dire que d'essayer de couper les dépenses au minimum, c'est rarement la stratégie optimale. T'es mieux de déléguer, payer un sous-traitant, payer un employé, payer quelqu'un d'autre pour accomplir ce type de tâche-là. Puis toi, occupe-toi de ce que tu es le plus payant. Si toi, ta job, c'est d'aller changer des pare-brises, puis c'est ça que tu es bon, ben change des pare-brises, puis mise là-dessus. T'as pas d'affaire à perdre ton temps avec de l'entrée de données, puis d'essayer de gérer toi-même ta publicité Facebook. Ça va te prendre 2 semaines à apprendre comment ça marche. Tu vas faire des essais-erreurs. Tant qu'à ça, paye une agence externe pour qu'elle s'en occupe. Encore là, je comprends qu'au départ, tu n'as pas le choix de faire ça. Tu vas prendre tous les chapeaux, tu vas t'occuper de la comptabilité, le marketing, les finances, tout ça, parce que ben, au départ, tu n'as pas le moyen de payer tout ce monde-là. Puis si tu payes tout le monde, ben, il ne te restera rien. Fait que au départ, oui, tu vas courir un peu d'un bord puis de l'autre, mais quand l'argent commence à rentrer rapidement, il faut que tu mettes en place des processus, puis tu délègues à d'autres mondes, puis que tu t'entoures avec des spécialistes, puis que tu les payes pour faire leur affaire dans le quoi ils se spécialisent. Le gars que tu vas payer pour faire ton infographie, les résultats vont être 10 fois meilleurs. Ça va y prendre 1 heure. Ça va peut-être te coûter, je sais pas, 100$, 150$, 200$. Mais les résultats vont être là. Puis pendant que tu te préparais ça, ben toi, t'as fait autre chose. Idéalement, t'as généré des revenus pour ta business. Puis ça a été pas mal plus payant de faire ça que de patenter de quoi, à essayer de faire un thumbnail, ça paraît que c'est toi qui l'as fait sur Paint. Même principe pour un site web. Je veux dire, un site web sur Wix, un moment donné, ça paraît. Il y a une grosse différence entre payer quelqu'un, un développeur web pour faire un site internet versus le faire toi-même. Oui, il y a des templates déjà faits, mais à un moment donné, tu es capable de reconnaître une business sérieuse d'une autre qui veut même pas se payer un site web qui est vraiment custom. Tout ça pour dire que d'essayer de tout faire soi-même, ça marche un temps, mais dès que ta business prend de l'ampleur, que le chiffre d'affaires devient plus intéressant puis qu'il y a de la marge, ben là, ça commence à être le temps de déléguer puis de faire affaire avec des sous-traitants qui sont vraiment spécialistes dans leur domaine. Et finalement, quelque chose que j'ai appris sur le tard, que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est l'importance de faire une planification stratégique. Et pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, comme moi initialement, j'avais aucune idée c'est quoi, c'est de définir premièrement c'est quoi ta situation actuelle, puis où est-ce que tu veux t'en aller, c'est quoi tes objectifs, puis ensuite de ça, tu vas être capable de déterminer c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi les coûts, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les implications autant financières, combien ça va coûter ça, est-ce qu'il faut que j'engage, c'est quoi c'est quoi les défis que je vais rencontrer, prévoir les échéanciers, tout ça. Et une planification stratégique, c'est essentiel parce que sinon, tu te lèves le matin, mais tu ne sais pas vraiment où c'est que tu t'en vas. Je donne un exemple. Oui, quand j'ai parti le car wash, le lavoto, c'était dans l'optique de le revendre. Donc, j'ai pas fait ça, c'est un coup de tête non plus. Puis, je savais que j'allais pas passer ma vie là-dedans. Sauf que, moi, je l'opérais, j'étais dans les opérations, le staff, gérer les contrats, puis faire ce que j'avais à faire finalement au day-to-day. Mais à un moment donné, j'ai fait, à la fin de la deuxième hiver, là, j'ai fait comme, ben là, quand est-ce qu'on vend, là? C'est quoi la date? C'est quoi qu'il faut faire pour que ça se fasse? Fait que là, à partir du moment où que j'ai allumé, ben là, il a fallu mettre en branle des affaires, mais comme je vous dis, c'était rush parce que moi, c'était sûr que je ne repassais pas une troisième hiver dans le lavoto. Fait que là, il fallait rapidement trouver une manière de vendre le car wash. Fait que, tu sais, c'est quoi notre prix de vente? Est-ce qu'il y a un manuel de procédure pour les opérations pour que, si on n'est pas là, ça puisse rouler tout seul? Est-ce qu'on a la liste de nos fournisseurs? Est-ce qu'on a la liste de nos contrats qu'on a avec, exemple, la SQ, avec les autres commerçants de bateaux? Comment on gère aussi la période de transition on veut vendre la business, mais on veut pas que tous nos clients le sachent, on veut pas que nos employés s'en aillent non plus. Fait qu'on veut le vendre, on veut que ça se sache, mais pas trop. Puis là, après ça aussi, on veut que quand il y a un acheteur, ben, qu'il puisse voir, les chiffres. Fait qu'il faut bien détailler les états financiers, il faut expliquer d'où ça vient, puis comment ça se fait qu'il reste ces bénéfices-là. Parce que
moi et mon associé, on se donnait un salaire aussi, mais ça aurait pu être un salaire moindre. Lui, c'est tout seul, déjà sa marge de rentabilité est supérieure. Fait que bref, il faut mettre de l'ordre dans la comptabilité, dans les chiffres, pour être capable de bien justifier le prix de vente. Fait que tout ça pour dire qu'avec une planification stratégique, on l'aurait déjà défini d'avance, puis on aurait pris action journée 1, définir, OK, ben dans 6 mois, il faut que telle affaire soit faite, qu'on puisse monter des manuels de procédure au fil des opérations et non pas rush en dedans d'un mois, comment on allait faire notre stratégie de la vente du commerce, s'assurer que nos chiffres soient clairs, que nos documents soient clairs, autant du côté des relations d'affaires, les fournisseurs, les clients. Quand tu veux vendre dans un délai très court puis tu ne l'as pas planifié d'avance, tu te retrouves à courir d'un bord puis de l'autre. Puis il ne faut pas que tu oublies que tu as quand même une business à gérer au travers de tout ça. Fait qu'une planification stratégique, autant dans l'idée de bâtir une valeur d'entreprise dans le but de la revendre, mais ça nécessite une planification, que ce soit pour la succession à tes enfants parce que tu veux léguer ta business, que ce soit parce que tu veux doubler ton chiffre d'affaires, tu veux relocaliser tes locaux. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles une planification stratégique est nécessaire parce que sinon, sans objectif précis, mesurable, ben, t'as pas moyen de mesurer ta progression, puis t'as aucune idée si t'en vas dans la bonne direction ou direct dans le dallo. Fait que pour moi, faire une planification stratégique, n'importe quel business qui a des projets d'envergure, ben, c'est nécessaire de passer via cette étape-là. La planification stratégique, c'est le move qui va te donner le meilleur retour sur investissement parce que tu vas savoir tout enligner tes différents départements en direction de tes objectifs parce que chaque décision, ben, ça a des implications financières, ça a des implications du côté des RH, du côté marketing, du côté opérationnel. Fait que faut que tu enlignes tout le monde dans la même direction. Faut qu'il y ait des échéanciers parce que s'il n'y a pas de date définie, ben, ça arrivera peut-être jamais non plus. Fait que faut que tu prennes action et prendre les bonnes actions. Et pour ça, ben, il faut un plan. D'où l'importance de la planification stratégique. Donc, je vais conclure l'épisode là-dessus. J'espère que ça vous a donné un peu plus de transparence vis-à-vis mon parcours d'entrepreneur parce que je ne voulais pas donner l'impression que moi, ça a juste été des francs succès l'un après l'autre puis que jamais commis de gaffe puis que j'ai jamais eu d'embûche parce que c'est pas le cas. Maintenant, je fais de la consultation d'entreprise pour aider les entrepreneurs à justement éviter les mêmes erreurs que j'ai faites. Puis tu sais, dites-vous que la consultation, c'est un peu comme les coachs pour les athlètes, dans le sens que Sidney Crosby, c'est un excellent joueur de hockey, il y avait quand même un coach qui l'a accompagné dans son processus. Ben, c'est un peu le même principe. Si vous voulez passer un autre niveau, si vous voulez vous rendre plus loin, si vous voulez dépasser vos objectifs, ben idéalement, ça va te prendre quelqu'un qui va t'aider là-dedans. Parce qu'on n'a pas les réponses à toutes. Puis des fois, un point de vue extérieur ou quelqu'un qui a un différent bagage, qui a un différent vécu, va t'apporter des suggestions puis des recommandations que tu n'aurais peut-être jamais pensé. Si toi, tu travailles dans la construction, je ne vais pas te dire comment construire une maison ou comment prendre tes mesures. C'est pas ça le but. Je veux dire, je te dirai pas quoi faire. T'es l'expert dans ce domaine-là. Par contre, je peux t'amener un avis externe autant sur la gestion de tes finances que sur le volet marketing, la gestion de ton staff, etc. Tu sais, quand je fais une consultation, mon but, là, c'est pas de te biller, prendre le cash, puis merci, bonsoir. C'est pas de même que tu te bâtis une réputation. C'est pas de même que tu as du référencement, puis que tu te retrouves avec un portfolio qui a de l'allure. Tu sais, si je prends le mandat, c'est parce qu'il y a un retour sur investissement. Puis tu sais, au-delà des subventions, je veux apporter de quoi dans ta business, je veux faciliter tes opérations, je veux améliorer tes processus, je veux qu'il y ait de quoi qui se passe, je veux que tu atteignes tes objectifs, puis on va faire ça conjointement. Mais bref, au final, une consultation pour moi, c'est d'accompagner un entrepreneur dans ses prises de décision, de le guider au travers de tout ça pour ultimement qu'il atteigne ses objectifs. Et pour finir, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre support et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.